Bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le numéro 73, 73 comme disent les Français, Alain Caruc, le président de l'association Boule à Zéro et ami des livres. Je vais commencer par présenter un livre, et très brièvement. Il était exigeant de lecture, mais je crois que lorsqu'on arrive à son terme, on est très très satisfait. Je l'ai lu plusieurs fois, c'est l'Éthique de Spinoza. Une ville à voir également à Amsterdam, et puis alors un magnifique ouvrage sur l'éthique, la joie, la tristesse, la colère, les sentiments, la grande substance divine, Dieu, magnifique. Je crois que mon invité de ce jour a une petite anecdote avant que je lui donne à lire la définition que je lui ai réservée sur Narcisse Prat, auteur du dictionnaire insolent. Oui, Narcisse, c'est toute ma jeunesse. En fait, je le connais depuis le collège, où se passait la pilule, son ouvrage anarchiste de l'époque. Et je me souviens qu'il devait être un des co-organisateurs d'une manifestation qui avait eu lieu en ville de Sion. C'était notre mai 68, un peu plus tardif, où on allait protester contre le Nouvelliste, entre autres, en disant le fascisme ne passera pas, ce qui était certainement exagéré par rapport au Nouvellisme. Et puis j'ai un souvenir, j'ai eu pendant des années une montre que j'avais achetée au Fou, son magasin, où il avait mis en place un système que je trouvais à l'époque admirable philosophiquement, c'est que chaque employé pouvait se servir dans la caisse le soir de ce qu'il pensait avoir mérité. Bien entendu, le magasin a fermé après quelques temps et il y a eu quelques divergences avec son personnel. Mais pour moi, un personnage aussi. Alors, comme nous allons parler tout à l'heure de Boule à Zéro, une association où il faut mettre du cœur, je me suis dit que j'allais te faire lire la définition du cœur qui est dans le dictionnaire insolent de Narcisse Prat, le mot cœur. Alors, cœur, organe dont l'Homo sapiens a fait le siège de ses sentiments et de ses émotions. L'Homo sapiens a du cœur, et même bon cœur, et quand il vous aime, il vous le prouve en vous serrant sur son cœur et de tout cœur. Si vous lui faites de la peine, il aura le cœur gros, mais il voudra en avoir le cœur net, et saura faire contre mauvaise fortune bon cœur, et vous ouvrira le sien avant de se donner du cœur pour vous ouvrir le ventre, pour voir si vous aussi avez du cœur au ventre. Ah oui, c'est toute la verve de Narcisse. Ouais. Et puis, je pense qu'on va parler un peu du cœur, on va dire moral tout à l'heure, sur les débuts de l'association, enfin de Boule à Zéro. J'ai réservé pour mon invité de hier une définition, j'ai oublié de la lui donner, c'est sur le mot sauce. Le plus incontestable des repères de la civilisation et de l'élévation de l'esprit, un peuple qui n'a pas de sauce possède un milieu de vices. Un peuple qui n'a qu'une sauce n'en possède que 999. Pour chaque sauce inventée et passée dans les mœurs, un péché est enlevé et pardonné. Que dit le président de l'association Boule à Zéro de cette définition qui nous vient du dictionnaire du diable de Ambroise Bierce? Alors, on peut l'interpréter à toutes les sauces, si j'ose me permettre. Exactement, exactement. Et puis, ce qui est important, j'adore manger aussi, la sauce, ça relève beaucoup le principal, le mets. Et dans la sauce, j'aime bien quand c'est épicé. J'ai eu une vie professionnelle très agitée, puisque j'ai présidé un syndicat, ce qui n'était pas toujours facile. Et donc là, on était mangé à toutes les sauces, et il fallait se défendre. Et j'aime bien quand il y a de l'animation, donc j'aime bien aussi les sauces très corsées. Et pimentées. Alors, tu nous as amené 3 BD, on va parler des livres, mais on va parler aussi des BD. Et puis la première, alors, connue de pratiquement tous nos auditeurs, tous nos spectateurs, c'est Objectif Lune de Tintin. Mais il y a une raison pour laquelle ce livre est amené aujourd'hui. Alors ce livre, il a une histoire, pas celui-là, mais le livre de Tintin, Objectif Lune, parce qu'à l'âge de 7 ans, comme beaucoup d'enfants, on jouait au foot dans notre quartier, et j'ai couru après le ballon, et je me suis retrouvé sous une voiture, ou heurté par une voiture, parce que j'ai déboulé sur la route, et puis c'était rien de grave, c'était même très agréable, une semaine, pas besoin d'aller à l'école, tout le monde aux petits soins avec moi, et le lendemain, le chauffeur qui était plus effrayé que moi de l'accident m'a apporté
le Objectif Lune de Tintin. Et c'était pour moi un livre qui m'a accompagné pendant des années. C'est plus l'original qui est là. Je l'ai remplacé parce que... Est-ce que c'est ta première BD? C'est le premier livre que j'ai reçu comme enfant. Ah, j'en avais consulté un petit peu parce que je venais de commencer l'école, mais c'est le premier livre qui était à moi. Et pas dans les souvenirs de famille où il y avait quelques livres pour enfants ou pour... Et alors je pense naturellement tu as continué à lire les Tintins et les autres. Oui, c'était resté une passion longtemps. Et puis bien entendu, quand l'homme a marché pour la première fois sur la Lune, pour moi c'était une symbolique très particulière, d'autant plus que c'était peu de temps après, 1969, après que mon papa avait acheté une télévision, c'était pour les Jeux Olympiques de 68, sauf erreur. On venait d'avoir une télévision à la maison et puis regarder cette mission sur la Lune, c'était pour moi, ça m'a ravivé tous ces souvenirs d'enfance. On a des souvenirs identiques là. Alors là, c'est un livre, alors il y a une Valaisanne qui a participé, les auteurs c'est Aurélie Lathion et Alexandre Pinault, c'est La fabuleuse maison Cerveau, ça c'est le tome numéro 2 sur les intestins. Alors peut-être indiquer qu'est-ce qu'il en est de ce livre. Alors il y a 2 épisodes, ça c'est le 2e épisode. Le premier traite à travers les aventures d'une petite fille qui a perdu son doudou, du fonctionnement du cerveau. C'est une explication pour les enfants, pour essayer de leur enlever une partie de leur stress. Le stress qui est très, très naturel, et aider aussi à le comprendre en faisant comprendre comment fonctionne le cerveau. Et ce livre a une particularité, le 2e traite de l'intestin et de ses rapports avec le cerveau. On dit toujours que l'intestin c'est le 2e cerveau, les conséquences de la nourriture sur la santé mentale des individus, aussi pour les enfants, c'est une approche très didactique. Et ce qu'il a de particulier, ce livre, c'est une transition entre un livre traditionnel et puis la nouvelle technologie. Moi j'étais dans le monde des télécoms pendant très longtemps, et ce livre a une possibilité d'être complété par de la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc la réalité augmentée avec une tablette, une application, on peut voir en 3 dimensions le livre, et il y a des explications complémentaires, ce qui en fait un objet très didactique, et en même temps c'est un livre, ce qui me plaît aussi. Et je trouve, j'ai été par exemple à la Chaloupe, à Massonger, qui est une maison qui accueille des adolescents ou des enfants dont la cellule familiale ne peut pas s'occuper pour diverses raisons. Et j'étais avec les 2 auteurs, où ils ont toute une animation très ludique autour de ça. Les enfants sont scotchés, ils ont adoré ça. Et le directeur a dû remettre plusieurs fois l'heure du souper. Parce que... Puis maintenant, à ton âge, parce que je t'ai présenté comme un ami des livres, comment tu vois ton rapport évolutionnel, j'ai envie, à travers les âges? Ce livre, il est devenu un ami, quel livre, et comment tu les as apprivoisés pour finir finalement dans une petite librairie après ta retraite? On va parler de ça également tout à l'heure. Oui, alors d'abord j'ai toujours aimé les livres. J'avais une première mauvaise expérience au collège avec un prof de français qui était détestable, je ne dirais pas son nom. Et puis un deuxième, dont je dirais le nom, qui est arrivé en cours de route, on était à sa première volée d'étudiants, c'était Jean-Daniel Coudray, je pense que tu connais. Stéphane Albeda qui est venu ici, là, profond respect, et c'est lui qui l'a dirigé pratiquement sur le théâtre après, etc. Alors, et je l'ai eu comme professeur également. Alors moi, il m'a fait aimer la littérature. Et puis il n'était pas cantonné au classique qu'on nous imposait au collège. Tu connais le collège de Sion, il y avait une certaine rigueur dans ce qu'on donnait ou ne donnait pas à lire aux étudiants. Et puis après, j'adorais aussi, à l'époque, il y avait à l'avenue de la Gare une librairie chez Vernet, qui était tout près de l'index ici. Exactement. Et puis j'adorais aller acheter des livres d'occasion qui vendaient un très très bon marché, parce qu'il y avait du neuf et de l'occasion. Et puis j'adorais cette odeur du vieux papier, cette librairie et bouquinerie en même temps. Et puis après, j'ai eu toute ma période professionnelle où j'ai eu pratiquement pas le temps de lire. C'était juste mon anti-stress quand j'avais un petit moment. J'ai passé plutôt sur la photo qui me détendait beaucoup plus que le livre. Et puis, à ma retraite, je me suis remis à lire avec ferveur. Et puis alors, franchement, il y a un objectif de retraite, j'ai envie de dire. Il ne faut pas s'arrêter dans la vie professionnelle sans savoir plus ou moins où on va aller. Alors là, il y a une décision quand même que tu as prise, que tu vas expliquer comment ça s'est passé, etc. C'est un concours de circonstances qui a plusieurs étapes. J'essaie d'être pas trop long. Première étape, une fusion syndicale. Donc moi, je présidais le syndicat de la communication, c'était Poste et Télécom en gros. Et puis, on a fusionné avec Comédia, qui était aussi produit d'une fusion, mais au départ, c'était le syndicat du livre et du papier. Et quand on a fait cette fusion
on l'a décidé en 2008, j'ai dit on doit participer à la fête du livre de Saint-Pierre-de-Clage, puisqu'on va représenter tous les métiers du livre, on doit avoir un stand. J'ai pris contact avec la présidente qui m'a dit oui, à condition que vous vendiez des livres. Je dis bon, on va trouver des livres. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, pas officielle, c'était que c'était le village natal de ma maman. C'était le village de mes grands-parents. Donc tu connaissais enfant, tu y allais, etc. Alors on a commencé à faire un stand à la fête du livre, on a recueilli des livres, puis on a vendu. On s'est aperçu qu'on faisait de l'argent avec ça. Et puis on s'est dit, bon, c'est pas notre but comme syndicat de faire de l'argent en vendant des livres. Notre but c'était d'être présent parce que ça touchait le livre. Alors on a donné d'abord à Lire et Écrire, parce qu'on trouvait que ça bouclait bien la boucle du livre, et puis après à l'OSEO, l'organisation suisse d'entraide ouvrière, ou l'œuvre suisse d'entraide ouvrière. Et puis après... Et tu as aimé ces moments où tu étais en contact avec les gens et tout, tu vendais des livres? J'adore être sur des stands. D'accord. Dans mon activité syndicale, j'ai aussi recueilli X fois des signatures, ou fait signer des pétitions, des référendums, etc. Et puis après, ça a commencé en 2008, j'ai pris goût. Je commence à faire toute ma collection de livres à passer dans la vente après, parce que je trouvais que c'était plus utile que les livres circulent plutôt qu'ils restent dans ma bibliothèque, à part quelques exemplaires auxquels je tenais particulièrement. Après, veille de ma retraite, une année et demie avant ma retraite, je faisais partie d'une association qui s'appelle BD Mania, qui organise un festival de bande dessinée à Belfaux, dans le canton de Fribourg, tous les 2 ans. J'étais d'abord bénévole. Et puis, un des dessinateurs fidèles du festival est Serge Ernst, qui est dessinateur de la série Boule à zéro. Et puis, c'est un fidèle du festival. Et lui, quand il a créé ce livre... Ouais, ça, c'est le 3e livre qu'a amené avec lui, dont on va parler tout d'abord Boule à zéro. Mais on va continuer sur... Oui. Entre Boule à zéro et la librairie, c'est encore autre chose. Hein. Non, c'est la même chose. Ah, ça se rejoint. Un est dans le financement de l'autre. D'accord. Alors, ce dessinateur, quand on lui a proposé ce scénario, Boule à zéro, c'est un ancien dessinateur du journal de Tintin, donc une classe assez sélecte de dessinateurs belges à l'époque. Il a émigré dans le sud de la France et à un moment donné, il a arrêté la série de BD qu'il faisait et on lui a proposé un scénario d'une petite fille malade à l'hôpital. Boule à zéro. Je vais regarder. Et puis il a voulu faire son travail de documentation normal pour un dessinateur de BD, il ne dessine pas au hasard. Il a demandé à un hôpital de sa région, donc il est dans le Gers, donc il s'est trouvé à l'hôpital de Toulouse, de pouvoir aller passer du temps dans les corridors, parler avec les patients, faire des croquis, etc. Et ils l'ont mis en oncologie pédiatrique. Et quand il a vu tous ces enfants qui luttaient contre le cancer, il s'est dit, quand la BD va sortir, j'aimerais bien qu'ils en reçoivent un, gratuitement, dans cet hôpital. Puis après, il a cherché des fonds, parce que les dessinateurs de BD, c'est notoire, ne roulent pas sur l'or, c'est un métier très, très difficile. Et puis là, il a trouvé des sponsors, puis ils lui ont dit, mais pourquoi limiter à un hôpital? On pourrait offrir cette BD à tous les enfants qui luttent contre le cancer en France. Et lui a dit tout de suite, mais en Belgique aussi, c'était son pays natal. Ils ont cherché des sponsors, et c'est Électricité de France qui était le premier sponsor. Et puis, il y en avait à peu près 2000, et il a créé une association qui s'appelle 2000 BD, dont le but était qu'à chaque parution d'un exemplaire de Boule à zéro, 2000 enfants en reçoivent une gratuitement. Donc, fidèle dessinateur du Festival de Belfaux, dont je faisais partie, on décide, enfin le comité décide en 2015 de dire on pourrait soutenir cette chouette, ce qui fait on va acheter des boules à zéro, on va les offrir à l'hôpital de Fribourg. Chercher des sponsors, c'est des à ce moment-là, il n'y a pas encore le scénariste. Le scénariste, il est depuis le début. Ah, depuis le début. Zitrou, oui. Zitrou, ils se sont rencontrés tout de suite alors? C'est le scénariste qui lui a proposé, ils avaient déjà travaillé ensemble, il lui a proposé le scénario. Enfin, le schéma d'un scénario, petite fille malade à l'hôpital. Donc en 2015, on fait une action avec l'hôpital de Fribourg, les clubs services ont accepté de financer, il y a eu un don de 500 exemplaires pour les enfants hospitalisés à Fribourg. Parce qu'au début, c'était réservé à des enfants atteints du cancer, et puis après, ça a été étendu à la demande des médecins à tous les enfants hospitalisés. Je reviendrai peut-être après pourquoi, les raisons, qu'est-ce qui est bien pour les enfants. Et puis là, je me suis dit, chouette cette action, moi je cherche un projet de retraite, j'avais une année et demie devant moi avant ma retraite, j'ai discuté avec les dessinateurs et avec BD Mania, j'ai dit, mais je peux développer ça pour la Suisse romande. Ils m'ont dit, mais bien sûr, en tête, je lui ai dit, bon, il faut le financement, je vais vendre des livres, ça je sais faire. Et puis j'avais commencé, j'avais pris goût, et j'ai monté une bouquinerie gentiment, et qui est
et après une association qui est composée donc, la bouquinerie, c'est celle qui est aujourd'hui à Elle était à Belfort d'abord. Et après, à Après, comme on est revenu en Valais en 2021, elle a ouverte mercredi, samedi mercredi de 14 à 17, et le samedi de 10 à 12 et de 14 à 17, rue de l'Église 23. Rue de l'Église 23, alors on vous conseille d'y aller. L'atelier Polaris. En réalité, il n'y a pas que des BD, naturellement. Non, il y a 6 à 8 000 livres, voilà, de tout genre. Beaucoup des livres historiques que j'ai vus. Il y a aussi, oui, plus des romans, il y a aussi une quantité de romans, il y a tous les goûts. Livres anciens, livres historiques, livres de Valais. Et puis, d'occasion, oui. Il y a quelques livres neufs, dont La Maison Cerveau, par exemple. Je trouve que c'est génial et ça mérite d'être diffusé. Comment on pourrait définir le rapport des dessinateurs et puis du scénariste avec le monde de l'hôpital dans Boule à zéro? Alors, il y a l'explication dans le premier livre, pourquoi le dessinateur a tout de suite été séduit par le scénario qu'on lui a proposé. Il avait la fille d'un ami, d'un couple d'amis, qui a eu un cancer des reins, et il allait la trouver à l'hôpital et il était vraiment touché. En parenthèse, c'est une dame qui s'en est très bien sortie, qui est chef d'entreprise actuellement, donc elle a passé au-delà de la maladie. Et puis là, d'abord ils ont eu d'énormes difficultés à trouver un éditeur, parce que c'est pas sexy commercialement parlant, une histoire d'un enfant malade. En plus, Zita, l'héroïne de la bande dessinée, est atteinte de leucémie, donc ce qui est assez grave comme maladie. Et puis, pour finir, Bambou a accepté à l'époque en disant « Ok, c'est un dessinateur connu qui avait déjà travaillé avec eux, ok, c'est parce que c'est toi, 2 exemplaires, 2 épisodes. Le 11e va sortir l'année prochaine parce que ça a été un succès commercial. » Et il y a une raison là-dessous, c'est la qualité du dessin, d'abord, qui est très sympathique, et la volonté du scénariste de faire un ouvrage qui n'est pas larmoyant. Il est très touchant. Moi, je verse une larme chaque fois que je relis un des épisodes, mais il est écrit plutôt sur un ton drôle. Alors justement, l'humour, comment on pourrait définir l'humour qui traverse ces ouvrages? Alors, j'en ai beaucoup parlé avec le dessinateur, je connais moins le scénariste. Alors lui, il dit que c'est le reflet un petit peu des enfants. Les enfants, on leur annonce une grave nouvelle. Quelques minutes après, ils disent on joue à quoi maintenant? Donc l'enfant a une capacité, une résilience qui est beaucoup plus importante que celle des adultes. Et ce livre retrace, et j'en ai parlé avec pas mal de pédiatres, disent oui, la réalité de l'enfant à l'hôpital, c'est pas de pleurer sur son lit, c'est une partie de la réalité, mais c'est aussi de vivre. D'ailleurs, dans le premier épisode, ils organisent l'anniversaire de la petite Zita à l'hôpital, pour montrer qu'il y a de la vie dans l'hôpital. Et puis, dans cette vie de l'hôpital également, il y a une acceptation de la différence. Oui. Il y a des leçons qui nous sont données à nous, à l'extérieur, en bonne santé, etc., par ces enfants. C'est quoi ce trait de la différence? C'est vivre ensemble dans la différence. Alors, il y a plusieurs épisodes qui traitent de ça, notamment à un moment donné, Zita, dans un des épisodes, partage sa chambre avec une autre petite fille, et Zita est nord-africaine. On ne le voit pas tout de suite, mais dans l'histoire on le comprend, et la maman est raciste. Donc il y a le thème du racisme qui est traité. Dans d'autres, il y a le thème de la différence qui est traité aussi entre des gens qui ont des capacités différentes. Il y a le thème de la famille, parce que la famille, il y a l'histoire, il y a chaque fois un thème spécifique qui est traité, sans être une leçon de morale, mais entre les lignes, il y a quand même des leçons à accepter. Et par exemple, il y a l'ennui. Oui, la solitude de l'hôpital. La solitude, l'ennui, mais d'un point de vue d'acceptation finalement. Ça fait partie aussi de la vie, savoir s'ennuyer. Et puis accepter cette période, on va dire, de silence ennuyeux, mais qui peut être fructueux aussi pour les gens. Tout à fait, c'est aussi une leçon de l'hôpital, aussi de la résilience des enfants. Quand je parle avec du personnel soignant qui font un boulot qu'on sous-estime auprès des enfants dans les autres domaines, j'imagine que c'est tout aussi intense, mais moi je le vois avec les enfants que je suis plus facilement en contact. Il y a cette capacité des enfants à se replonger dans leur monde et puis à accepter la situation c'est clair qu'il y a des crises, il y a des moments douloureux et ça doit ressortir. Et puis ce qui est important avec ce livre, je l'ai appris d'un ancien chef de la pédiatrie de l'hôpital de Sion. Il m'a dit une fois, ce qui est fantastique avec cette BD, ou une autre BD, mais celle-là en particulier, elle a 2 avantages. Elle retrace une situation dans laquelle l'enfant hospitalisé peut se retrouver.
Et puis deuxièmement, il y a une chose qu'on oublie toujours à l'hôpital, c'est la nuit pour les enfants. La journée, il y a plein d'animations, il y a beaucoup plus de personnel soignant, il y a des visites, il y a une bibliothèque qui est ouverte ou un coin loisir pour les enfants dans pratiquement tous les hôpitaux. Il y a des bonnes volontés qui viennent s'occuper des enfants. Il y a les Claudes de Théodora, le Chariot Magique, il y a plein d'institutions. Par contre, la nuit, ils se retrouvent seuls dans un milieu qui leur est pas familier, pour ne pas dire hostile, parce qu'ils sont dans une situation qu'ils ne veulent pas, qu'ils ont souvent la peine à accepter. Et de lire cette BD, par exemple, avant de s'endormir, ben voyez qu'il y a une petite fille qui s'amuse bien à l'hôpital. Je ne dis pas que c'est rien du tout, et la maladie est présente, la sensibilité est présente, mais il y a du drôle, et puis ça permet de s'évader. Puis alors, ceux qui traversent ces livres, en tout cas celui que j'ai vu, c'est la solidarité, mais une sorte de vraie solidarité entre enfants, naturellement, avec le contact avec le personnel, etc. Tu peux en dire quelques mots, mais comment tu aperçois à travers toute la série? Alors il y a toute cette solidarité entre les enfants. Dans un des épisodes, simplement un des problèmes, parce que j'ai dit à chaque fois un thème qui est traité, un des problèmes, c'est celui des parents qui doivent amener leur enfant en chimiothérapie et qui ne peuvent pas rester sur place. Souvent, ils sont à des distances considérables. Il existe des institutions, Ronald McDonald par exemple, ou d'autres œuvres qui logent les parents ou une partie des parents. Et là, les enfants décident solidairement de regrouper, dans le dos des infirmières bien entendu, de regrouper les lits dans plusieurs chambres et de repeindre une chambre en couleur pour accueillir clandestinement les parents des enfants malades pour qu'ils puissent rester à son chevet. Donc c'est un des thèmes qui est aussi traité. Et vous avez un retour, vous, tous ceux qui vont livrer les livres, parler les enfants, avant qu'ils les découvrent, dans l'après-coup, le bienfait qu'ils ont ressenti ou leur volonté de communiquer ce qu'ils ont lu ou compris, ou pas compris dans les livres. Alors, on a essentiellement des retours positifs, mais pratiquement que des retours positifs sur la version française. Je viendrai peut-être après 2 mois parce qu'on l'a fait traduire en allemand. Et puis, les retours des enfants, ils adorent. Et moi, mon plus grand plaisir, c'est quand on a un stand comme à la fête du livre, où on met les boules à zéro devant, on entend des enfants, ah, il y a des boules à zéro. Ça fait toujours plaisir. Et puis, tu les as reçus, ah, j'ai reçu à l'hôpital. Quand j'étais là, c'est notre association qui les a apportés, et puis, etc. Donc, les enfants adorent, c'est les retours qu'on a. Et puis, j'ai reçu une fois une lettre touchante de parents qui disaient qu'ils étaient en chimiothérapie, enfin, leur enfant était en chimiothérapie, et ce qui les a permis de sourire, malgré la situation, c'était à la salle d'attente, c'est à l'Inselspital, là où ils devaient attendre, il y avait des boules à zéro. En allemand, c'est une lettre que j'ai reçue en allemand. Et puis, ils expliquaient le bien que ça leur avait fait de lire cette BD. Donc, et puis, ce qu'il y a, c'est que, pour moi, la vie, le plus intéressant, c'est celui des familles d'enfants atteints du cancer. Et on a un projet, maintenant, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, avec l'ARFEC. On est là pour ça. Oui, avec l'ARFEC, l'association romande de familles d'enfants atteints du cancer, avec qui on collabore depuis longtemps. Et on a décidé de lancer un projet commun qui s'appelle la BD solidaire, où on va vendre dans des stands des BD boules à zéro et d'autres BD neuves, cette fois, pour recueillir des fonds, pour améliorer, pour compléter les prestations qu'ils font déjà et pour offrir encore plus de BD. Et on aura un stand à la Foire du Valais, si jamais je peux placer un petit coup de pub. D'accord. Le stand 1, 2, 3, 4. 1234. Avec boule à zéro. Boule à zéro et l'ARFEC. D'accord. Disons, s'il y avait un rêve, est-ce qu'il y a un rêve financier? J'ai envie de dire, s'il y a un appel qui pourrait être fait en disant, voilà, c'est quoi le rêve qu'on pourrait... Est-ce que c'est la multiplication des publications? Ça serait quoi finalement? Parce que, ok, le but c'est de délivrer ça dans les hôpitaux, donc je pense qu'il y a un tas d'hôpitaux qui ne sont pas encore fournis, etc. Mais est-ce qu'il y a une cible, un objectif cible en quelque sorte? Oui, l'année prochaine. Ah, ça serait quoi alors? On est actuellement... au départ, mon ambition, c'était de dire, ouais, si comme on a fait à Fribourg, on a pu en offrir 500. Si chaque année on trouve des fonds en vendant des livres. Est-ce qu'on a un nombre d'enfants par exemple qui sont hospitalisés en Suisse romande? Non, j'ai pas ce nombre. J'avais le nombre pour le CHUV, ça fait c'était 8500 journées d'hospitalisation. D'accord. Mais combien d'enfants ça fait, je ne sais pas. Okay. Et puis, en fait, on est parti sur une base de. Mon rêve c'était 500 par année au moins. Et puis on a commencé en 2015. 500 par année d'exemplaires à distribuer. Ouais. Et on a commencé en 2015 et on est actuellement à 17 000.
Pourquoi on a 17 000? Parce que... 17 000 exemplaires distribués à des enfants hospitalisés et, selon nos statuts, à des enfants avec des besoins particuliers. Ce qui nous permet, au mois de juin, on a distribué à Terre des Hommes, d'aller dans des institutions qui s'occupent d'enfants, qui œuvrent en faveur d'enfants. Ça a été possible parce que le financement des livres, c'est pas la mine d'or, à la bouquinerie ça marche bien, c'est pas une mine d'or. J'invite les gens à venir nous trouver et puis à apporter leur contribution. Les hôpitaux étaient très vite demandeurs. Et puis alors, on a cherché des sponsors. Et maintenant, c'est 50%, 50%, grosso modo. Et l'objectif, pour revenir à la question de l'objectif, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans de notre association, enfin de l'opération. On a fait l'association un peu plus tard, après le lancement. Et puis, on aimerait passer le cap. Il y a un site, Association Boule à Zéro Alors, il faut taper sur le net, il faut taper My Commerce Boule à Zéro. Et puis on arrive, c'est en fait une boutique en ligne, mais qui est combinée avec un site qui donne des explications sur ce qu'est l'organisation. Autrement, on trouve sur les réseaux sociaux sous Opération Boule à Zéro. D'accord. Et puis l'année prochaine, on va passer le cap des 10 ans et on aimerait atteindre les 20 000 exemplaires. Donc on a 17 000. Donc il faudra... Ça voudrait dire 3 000 exemplaires physiques distribués dans les hôpitaux de Suisse romande. De Suisse romande, de France, d'Allemagne et de Suisse alémanique. Parce qu'on a fait traduire... Mais on peut avoir des chiffres, 3 000 exemplaires. L'année passée, c'était 2366. Le prix de revient d'un exemplaire, c'est 8 francs. Parce que l'éditeur... Donc, en gros, 25 000 francs. Oui, d'accord. C'est ça. Ouais. Et donc, on pourrait trouver quelqu'un qui décide de faire quelque chose d'intelligent et de passer à travers l'association. Tout à fait, on en cherche chaque année. Et de dire, non, parce que, disons, a priori, comme ça, on se dit ça doit être réalisable. Pour un objectif comme ça, sachant le feedback des enfants et du personnel, parce que vous voulez parler également du feedback du personnel. Est-ce qu'il y a eu, je veux dire, sans qu'on demande, ce personnel, ces infirmières, ces soignants, etc., même les techniciens de surface, les médecins, enfin, tout le personnel, est-ce qu'ils sont venus vers vous en disant, mais quand même, ce truc-là, c'est un plus dans le cadre des soins? Oui. Alors on a nettement des retours positifs des hôpitaux. D'ailleurs, j'ai dit on a dû rechercher des fonds supplémentaires. Au début, on pensait distribuer gentiment. Par exemple, l'hôpital de Sion, on en est à plus de 4 000 qui ont été distribués depuis 2015. Et puis parce que finalement, l'exemplaire de Boule à Zéro, c'est comme Tintin sur la Lune pour Alain Carup. C'est peut-être un des premiers livres qui recevrait et qui peut après faire des petits jusqu'à la retraite. Ben oui, c'est ce que disait le docteur Léor, qui est le médecin-chef de la pédiatrie de Sion. C'est, en plus de tout ce que ça peut apporter pendant le séjour, c'est un souvenir positif de l'hôpital. Ce qui n'est pas souvent le cas quand un enfant est à l'hôpital. Donc il y a un feedback émanant du personnel aussi. Oui, qui est très positif. En général, on a eu quelques difficultés avec la traduction en allemand à cause du titre. On a changé au 3e épisode le titre, parce qu'en allemand, c'est traduit Glatzköpfchen, qui est doux pour moi. Köpfchen, c'est une petite tête chauve. Et qu'est-ce que ça fait? Dans certaines régions, soit d'Allemagne, soit suisse alémanique, c'est le terme utilisé, Glatzkopf, c'est le terme utilisé pour les skinheads. Alors que c'est une interprétation très large, parce que quand on voit la couverture des BD, on n'arrive pas à imaginer que ça puisse être une histoire de skinhead. Et l'éditeur a demandé de changer le titre, et puis maintenant ça s'appelle en allemand Zita und das Krankenhausband. Zita est la bande de l'hôpital. Oui, parce qu'à la limite, peut-être, on aurait pu leur faire comprendre et garder le Boule à Zéro. Oui, mais dans une incursion linguistique française dans le monde germanique. Et là, on a un peu plus de difficultés parce qu'il n'y a pas de culture de bande dessinée en Suisse alémanique, beaucoup moins qu'en Suisse romande. En Allemagne, ça marche un petit peu mieux. Donc on travaille avec... là, je peux raconter une anecdote qui m'a touché. Quand on a peiné à trouver un éditeur, d'abord en allemand, parce que les conditions pour éditer un livre, en général, en tout cas les bandes dessinées, il faut commander 3000 exemplaires au départ. Il faut leur assurer 3000 exemplaires de vente, donc les acheter soi-même. Et puis là, on a pu négocier avec Panini en Allemagne. Ça, c'est prix de revient 8 francs l'exemplaire. Oui, parce que... Sortie imprimerie. Parce que, non, c'est l'éditeur qui nous fait 50% de rabais, l'éditeur Bambou, que je remercie au passage. Ils ont été séduits par le projet depuis le début et ils nous font 50% de rabais sur le prix français. D'accord. Donc, ça revient à peu près à 6 €. Le reste, c'est les frais d'importation, les droits de douane, la TVA, le transport. Il est aussi disponible en librairie. Il est disponible en librairie. Librairie normale. À la différence que s'il achetait sur notre boutique en ligne ou à la bouquinerie, chaque fois que quelqu'un nous en achète un, on en offrir 2.
la librairie, ben, elle va vivre, ça va être son fonds de commerce, ce que je respecte tout à fait. Alors, donc c'est une petite anecdote pour l'édition allemande, donc on a besoin de 3000, et c'est une fondation suisse alémanique via un ami qui connaissait quelqu'un qui, et c'est intéressant parce que je ne connais pas le nom de la fondation qui a financé l'achat de 3000 exemplaires, parce qu'ils veulent rester anonymes. Donc j'ai eu affaire à un avocat qui faisait l'intermédiaire pour eux. Et ça a permis de s'établir en Allemagne. Et l'association maintenant, ses activités, en dehors de ce qui a été dit, est-ce qu'il y a des réunions régulières ou des contacts à travers des groupes, des réseaux Alors ou WhatsApp ou je ne sais pas Pas vraiment. D'abord, il faut savoir que c'est une association qui fonctionne essentiellement sur le bénévolat. C'est ancré dans nos statuts. D'ailleurs, on est reconnu d'utilité publique, exonéré d'impôts, etc. Et puis, ça fonctionne, j'ai voulu que ça fonctionne sur le principe de la solidarité depuis le début. Ça veut dire qu'on achète, à part les boules à zéro, on n'achète pas de livres. Les gens nous offrent des livres. Il y a des bénévoles qui les mettent en valeur, qui les vendent, qui font soit des marchés, soit qui travaillent à la bouquinerie. Et puis, il y a des gens qui les achètent. Donc ça fonctionne totalement sur la solidarité. Et chaque fois que quelqu'un nous achète des livres, quand on a le temps de parler à eux, pas à la fête du livre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler, mais autrement à la bouquinerie, si quelqu'un nous achète pour 24 francs de livres, on lui dit, écoutez, votre achat nous permet d'offrir 3 BD à des enfants hospitalisés. Parce qu'on aimerait sensibiliser du début à la fin sur cette solidarité. D'ailleurs, si les gens veulent nous aider, ils peuvent nous offrir des livres aussi, en bon état, qu'on ait de chance de pouvoir revendre. Et c'est une contribution à la bouquinerie. Et c'est aussi une contribution pour faire fructifier. Puis, alors donc, tu as expliqué au début que Saint-Pierre-des-Clages, c'était un paysage grand maternel. Et un village du livre. Je voulais venir aussi du village du livre, effectivement. Donc c'est un double source, on va dire. Oui. Alors, tu as vécu, je crois que c'est 30 ans. Combien 28 ans dans le canton de Fribourg. Non, mais en Valais. Le village du livre à Saint-Pierre. Alors moi j'ai fait les fêtes du livre depuis 2008, et puis ça existe bien avant. Hein. Ouais, ils sont à plus de 30 éditions. Oui, il me semblait mal. Ouais. Je regrette, les gens ils pourront trouver ça sur le site. Oui. Mais alors c'est quoi? Comment tu as vécu? Parce que finalement, ce développement du village du livre, etc., dans ta position de libraire, il y a d'autres petites librairies qui existent, etc. Puis il y a naturellement cette ambiance qui est magnifique lors de ces 3 ou 4 jours du mois d'août. Comment tu as vécu ce développement? Parce que finalement, ça s'est agrandi. Il y a même maintenant des maisons d'édition qui viennent sur ce stand, etc. Comment Alors pour moi, ça a toujours été une fête. Déjà, comme j'étais un passionné des livres, je n'ai pas attendu 2008 d'avoir un stand. J'ai fait pratiquement toutes les éditions comme acheteur, enfin comme ami des livres. J'ai parcouru les stands. Je collectionnais à l'époque des livres anciens sur les champignons. Donc c'était une de mes sources d'approvisionnement, c'était la fête du livre de Saint-Pierre. Et puis après, quand j'ai commencé à faire le stand, c'était le retour aux sources. Et puis pour une bonne cause. Et puis j'ai vu ce développement. Et quand j'ai commencé à faire ce stand, des amis m'ont dit, mais t'es fou, tu vas aller vendre des livres. Les livres, dans quelques années, ils n'existent plus. C'était en 2008. Et ce qui me fait énormément plaisir, c'est que cette année, c'était un record pour nous à la fête du livre. On n'a jamais fait autant de ventes que cette année. Donc, c'est pas mort. Le livre est loin d'être mort. Et il y a beaucoup d'acheteurs qui sont de jeunes gens, soit étudiants, soit avant les études, même 15-16 ans. Tu n'es pas de ceux qui se disent que les liseuses des réseaux sociaux, etc., vont en quelque sorte nous prendre du temps que nous ne consacrerons pas à la lecture. Partiellement. Il y a eu une vague, à un moment donné où certainement il y a eu, c'était la grande mode d'avoir une liseuse, ce que j'ai jamais pu faire, et j'ai besoin de toucher le papier, et puis c'est redescendu, et quand je vois les jeunes, et ce qu'il y a d'intéressant aussi, une maison d'édition comme Bambou a fait des livres en petit format, qui sont des livres vedettes de la BD comme les Sisters ou les Gendarmes, etc., pour les jeunes. Et puis ils ont fait une version de livre illustré, avec beaucoup plus de textes que d'illustrations. C'était la demande de pas mal d'associations d'essayer d'amener les jeunes à faire une transition entre la BD à succès comme les Sisters, qui attire énormément de jeunes, où il y a peu à lire, et les amener gentiment vers le livre, en passant par le livre illustré. Et je trouve que cette démarche, elle est là. Et
quand je vois la clientèle, on a une clientèle d'anciens qui cherchent souvent des références historiques ou des collectionneurs qui sont plutôt âgés, mais il y a énormément de jeunes qui cherchent aussi des livres anciens, pas seulement des romans modernes ou de la BD, et c'est réjouissant. On a dit au début de cette émission, en prenant ton exemple, que ça pouvait être le premier livre offert, celui de la BD. Oui. Donc ça a dû se dérouler dans ces enfants malades, certains d'entre eux c'était parmi leurs premiers livres. Est-ce qu'il y a eu un écho que ça a permis à ces enfants-là, enfin ça a créé ce désir de se dire « Ah mais il y a de la BD, il y a d'autres », et ils ont continué lors de leur hospitalisation à demander d'autres livres, soit à leurs parents, soit à des tiers, etc. Une demande qui vient des enfants et qui serait née finalement de Alors, probablement, parce que moi j'ai eu toute une clientèle qui est née à la bouquinerie, d'enfants qui avaient reçu les BD Boule à Zéro, qui venaient au départ pour savoir si le prochain épisode était sorti, et puis qui ont commencé à s'intéresser à d'autres livres, parce qu'on leur disait, écoute, on aurait ça, le prochain sort seulement l'année prochaine, etc. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est que des enfants connaissent parfaitement l'histoire, et puis ils veulent connaître la suite, parce qu'on arrive au 11e épisode, et au 10e épisode, Zita, l'héroïne, est sortie de l'hôpital. Donc maintenant, ils aimeraient savoir la suite, que je ne sais pas, je ne peux pas spoiler ici, je ne la connais pas. Les dessinateurs, les scénaristes gardent ça bien sérieux. Et puis, ces enfants, après on leur demande, tu as d'autres intérêts dans la lecture? Oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est vraiment étonnant, c'est ce qui me rassure, la quantité d'enfants qui connaissent beaucoup de livres, pas seulement des livres traditionnels comme Martine ou, que sais-je, les bibliothèques roses ou vertes, mais qui connaissent des romans pour jeunes qui sont moins diffusés, etc. Et ça me rassure. Là, tu as amené volontairement des BD, etc. Ton style de lecture, c'est quoi? Comme ça, volontairement, parce qu'on est tous attirés par un secteur, on va dire, du livre. Ce serait quoi le tien en dehors de tout ce qui est BD? Alors, pendant longtemps, c'était des livres philosophiques. Après, des essais, des penseurs, plutôt des essais, ouais. Et puis après, je suis passé vers une période où c'était le polar parce que j'avais plus le temps de réfléchir. Après, j'avais plus le temps de lire et d'approfondir. Donc, je suis passé vers des lectures plus simples. Après, c'était pas mal de livres politiques ou d'enjeux de société. Ben, les Ziegler, je les ai presque tous lus, engagés syndicalement. Après, des livres plutôt liés au travail, sur le droit du travail, des commentaires, etc. Je ne dis pas que c'était des livres de chevet, mais c'était des livres que je devais utiliser fréquemment, donc des livres utilitaires pour mon travail. Et puis depuis ma retraite, alors j'ai pas de... C'est vaste, ça peut être des romans, j'aime beaucoup comme Emmanuel Robert qui a sorti 2 livres. Maintenant j'aime beaucoup son style d'écriture de polar, ou bien une Sandra Barbero qui était invitée aussi à la fête du livre l'année passée, qui a écrit un livre, j'ai trouvé d'une sensibilité remarquable, qui s'appelle Dans ses yeux. C'est des échanges téléphoniques qu'elle a eu avec sa grand-mère, elle est française, elle vit en Suisse et sa grand-mère est toujours en France. C'est des échanges téléphoniques avec sa grand-mère où elle commence à lui raconter sa vie, puis elle en a fait un livre qui est très touchant, qui m'a rappelé beaucoup de choses de mes grands-parents ou de ma grand-mère. C'est comme ça que... Souvent, quand j'entre dans une librairie et que je vois quelqu'un tout d'un rayon, je l'aborde en disant mais comment fait-on pour choisir un livre parmi ces milliers qui sont là? Et avec ton expérience, c'est quoi? Parce que, ok, on aime les essais, les polars, etc. Qu'est-ce qui fait que ce jour-là, à cette heure-là, tout d'un coup, ça sera ce livre-là? C'est le titre et la couverture. Le titre et la couverture. En général, et puis le petit résumé derrière ou la petite notice d'explication derrière. Souvent, c'est Et le conseil direct sur le moment du libraire, aussi. Alors, les libraires, contrairement aux vendeurs de livres, ont une formation. On peut aller dans un supermarché, je ne citerai pas lequel, où on trouve les livres nettement meilleur marché, mais c'est une personne qui vend ça comme elle vendrait un paquet de café ou quelque chose qui n'a pas de formation. Un libraire, il a une formation, il connaît les livres et puis il aime les livres, et c'est la grande différence. Et moi, si je cherche un livre sur un thème particulier, à l'époque sur les champignons, j'ai aussi acheté des livres neufs, et je demande des conseils à un libraire, et je n'ai jamais été déçu des conseils reçus. Ou avant de préparer un voyage, j'allais facilement dans une librairie en disant, en dehors des guides de voyage traditionnels, où tout le monde, est-ce que vous avez des ouvrages qui traitent de particularités
pas, de Florence ou d'un autre. Donc en fait, on va demander quel sujet intéresse, et puis finalement, sur le moment, il y aura une réaction en disant ah, peut-être c'est fait. Alors, je vais prendre 3 exemples, puisque j'ai un livret en face de moi, je vais le dire. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un livre qui traite l'éthique et la morale, disons, contemporaine. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme livre dans ce sens-là? Alors malheureusement, je ne serais pas de très grands conseils. D'accord. J'ai eu une discussion avec un enseignant français. Un ancien, alors peut-être un ancien philosophe, puisque tu as des philosophes, un qui t'a marqué. Alors, Descartes, c'était. D'accord. Discours de la méthode ou bien d'autres choses qui étaient. Mais je ne sais pas si j'arriverai à me replonger dedans, parce que je dois dire que j'ai abandonné depuis longtemps. Discours de la méthode, je comprends. Ensuite, alors un polar. J'aimerais un polar qui ne soit pas sanglant, qui ne soit pas du Fox. Alors, j'allais dire aussi la même chose. Et oui. Woltenhauer, qui est un bon compromis. Voilà, Woltenhauer, c'est aussi un récent, ça. Oui, ou bien alors Emmanuel Robert, qui est pas trop sanglant, disons, puis qui traite le monde de la montagne, les conflits entre les vrais montagnards et ceux qui font du trail. Il y a une série de meurtres de gens qui font du trail. Donc, et puis alors, autrement, des auteurs nordiques, j'aime beaucoup dans les polars, ou bien un français comme Fred Vardas, qui est une écrivaine que j'apprécie assez dans le... Et dans l'histoire contemporaine, le XXe siècle, disons, quelque chose quelqu'un qui voudrait être introduite à l'histoire contemporaine? Là, je ne suis pas Joker non plus, parce qu'il y a tellement de palettes de... Mais je n'ai pas un favori, et puis ce n'est pas vraiment mon rayon. Dans un cas comme ça, le client, il viendrait, alors moi, tu l'amènerais devant... J'amène le rayon, puis je dis voilà ce que j'ai. Et puis après, certains des livres, je les connais plus ou moins. Certains, je les ai lus, d'autres pas. Mais malheureusement, ce n'est pas des secteurs. Il y a 2 ou 3 secteurs qui marchent très mal en bouquinerie, en livre d'occasion. C'est toute la philosophie. Ce qui est étonnant. C'est étonnant, oui. Et puis la poésie. Et puis les livres, des essais ou des livres de genre difficilement classables. Je dirais plutôt des essais sur différents thèmes. Ça se vend très peu. Et alors, ce qui a le regard alors, rapide et qui marche aujourd'hui dans les livres d'occasion? Alors, malheureusement, c'est des polars ou des romans à l'eau de rose. Je dis malheureusement parce que certains ils sont pondus à la chaîne. Pour le moment, je pense encore pour des êtres humains. Il y a une forte demande là. Oui, il y a une forte demande. La BD fonctionne bien, le livre pour enfants fonctionne bien, le régionalisme fonctionne bien. Par exemple, si on parle de choses qui fonctionnent mal, j'ai tout un rayon sur les écrivains valaisans. Ça, c'est demandé? Non. C'est pas demandé, mais par principe, je veux avoir au moins 3 rayons d'une bibliothèque d'écrivains valaisans. Parce que j'ai pas respect pour eux. Mais pourquoi, justement, cette réticence à se dire qu'il y a quand même des plumes en Valais qui peuvent marquer, actuel, passé, etc. Pourquoi il y a cette réticence? Je ne sais pas. Le roman, je vois au début, je séparais les romans et les thrillers, les polars. Maintenant, je ne les sépare plus, parce que les gens n'allaient jamais du côté des romans qui traitent des thèmes de société, littérature blanche. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je les ai mis ensemble, en espérant, et puis je mets en avant les romans qui ont eu des prix. Soit le prix des lecteurs de la ville de Lausanne ou d'autres, des prix récents. En Goncourt, on ne les a jamais très vite non plus, et puis féminin. Et est-ce qu'une petite librairie comme ça organise de temps en temps des signatures d'auteurs, ou bien pas les mercredis ou samedis, ou bien c'est quelque chose que tu as exclu parce que c'est un projet. Je l'ai fait à 2 reprises, une fois pour un vernissage. Une dame qui avait illustré un livre sur un texte de Jacques Laguerre, le fauteuil magique. C'est sur l'histoire de sa fille qui était handicapée et qui pouvait bouger que les orteils. Le papa a bricolé sa chaise roulante pour faire de la musique, faire de la lumière, elle appuyait avec un orteil. Et puis on a fait le vernissage à la Poétagère, parce que notre association a 2 bouquineries. Une dans le centre de la Poétagère qui est en réfection. La Poétagère est réouverte, il y a une épicerie fine qui est réouverte, il y a un restaurant qui est réouvert, et à l'étage il y aura un centre culturel
qui est encore en transformation. C'est à l'entrée de C'est à l'entrée de Saint-Pierre-de-Clage, ouais, un lieu mythique de Saint-Pierre-de-Clage. Et là, on aura une deuxième bouquinerie. Mais je pense octobre-novembre, c'est pas encore déterminé. Les travaux sont en cours. J'ai l'habitude de poser une petite question caustique à mon invité. Saint-Pierre-de-Clage aujourd'hui a fait aussi, pas simplement la une des journaux à cause du village de Livres, mais à cause d'un vigneron qui a, semble-t-il, mélangé des vins d'ici et d'ailleurs avec ce qu'on voudrait appeler du vrai vin valaisan. C'est quoi le regard de quelqu'un qui aime Saint-Pierre-de-Clage et le Valais sur on va dire, ce scandale judiciaire et politique? Alors, je condamne absolument. Je trouve que c'est... J'ai toujours condamné aussi dans mon travail de syndicaliste les gens qui nuisent à leurs collègues de profession. Donc il y a des gens qui ne sont pas corrects, tant du côté des employeurs que du côté des employés. Et je ne supporte pas les gens, tant employeurs qu'employés, qui nuisent aux autres, qui travaillent, qui font honnêtement leur travail. Et là, ces personnes, bon, maintenant, on va dire qu'il est présumé innocent, il a été condamné, il jette un discrédit terrible sur toute une branche, sur des gens qui font honnêtement leur travail, pour la très très grande majorité, ça j'en suis persuadé, et je trouve que c'est honteux pour le canton. Saint-Pierre, c'est un peu hasard qu'il a sa cave à Saint-Pierre. Oui, tout à fait. Mon précédent invité c'était le président de Sion, Philippe Baron, qui est très impliqué dans le commerce des vins, etc. Et j'ai oublié de lui poser une question à ce sujet, mais la question que je lui aurais posée, c'était actuellement, il y a on va dire, des ventes publiques, des associations, etc. Et la Maison Rouge, la Maison Rouge, la Maison Rouge qui a été créée postérieurement au scandale, au nom de l'épouse, a été exclue de cette association. Est-ce que c'est une décision éthique, morale? Est-ce que c'est une décision correcte? Comment on peut apprécier ça? Parce que je ne pense pas que ça a été une décision facile à prendre. Je voulais dire que c'est très complexe, mais je comprends tout à fait cette exclusion. Parce que il y a eu une intention délibérée, ce n'est pas de la maladresse, c'est une volonté de tromper et le consommateur, et en même temps, en sachant pertinemment qu'en mettant autant de centaines de milliers d'hectolitres ou de litres, je ne sais pas combien il y en a au total, c'est un tort qui est fait à l'ensemble de la branche. Et que les pairs de la branche ou d'associations qui travaillent dans le même secteur décident de le mettre à l'écart, je comprends tout à fait. Et je pense que j'aurais aussi pris la même décision si j'avais été dans ce comité-là. Je me fais un moment l'avocat du diable. On sait qu'il n'y a pas que du vin espagnol, etc. Il y a aussi du vin valaisan. Il y a aussi des surquotas. Donc le vigneron, il essaye de bien travailler sa vigne, etc. Puis certains laissent pousser, on va dire, un peu trop, avec des contrôles qui ne sont peut-être pas toujours très précis. Et donc il y a la surrécolte. Et cette surrécolte, semble-t-il, a été utilisée. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un peu, disons, étrange pour celui qui ne connaît pas bien la vigne, parce que finalement, la grappe de trop, ou la grappe qui était juste avant le trop, finalement, on va faire la même qualité de vin. Je me rappelle qu'un des premiers dossiers comme stagiaire avocat, c'était au moment où on entrait dans ce facteur-là, c'est les années 83, etc. Il y avait M. Vire qui était département qui s'occupait de ces choses-là. Et puis je me disais, moi qui ne connais pas la vigne, je me dis, mais finalement, on arrive peut-être à faire du raisin, du vin de même qualité avec le surquota et l'autre partie. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu hypocrite ou bien pas? Après, c'est une question de fonctionnement de toute la branche. D'accord, donc on le voit d'un point de vue quantitatif. Moi je verrais plutôt du point de vue quantitatif. Je ferais la distinction entre le propriétaire qui récolte trop et qui fait son propre vin dans sa cave. Je trouve que c'est pas lui c'est pas lui qui met en danger la branche, mais le rachat systématique de surquota pour mettre du vin bon marché en production, c'est une question d'agir collectivement dans l'intérêt d'une branche où chaque acteur devrait être solidaire des autres. Et puis, celui qui ne joue pas le jeu, il nuit à ses collègues. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'on a fait tout juste par rapport au marché? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'écouler plus
de quantité avec un meilleur marketing. Ça, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas répondre pour les spécialistes, mais dans la situation actuelle, c'est pas un bon marché qui inonde certains supermarchés qui sont de qualité, qui sont faits à partir de surplus ou de vin acheté en vrac. Ils nuisent aux gens qui font honnêtement leur travail dans la branche. C'est ça le problème. Est-ce qu'on agit comme acteur d'une branche, est-ce qu'on agit dans un esprit collectif ou pas? Alors, ma métaphore sur le sujet, mais aussi sur les sujets, par exemple, de promotion immobilière, sur un tas de sujets, et souvent celui sur la route, je roule à 120 à l'heure, je suis sur une autoroute normale, peut-être qu'à 140 je vais me faire flasher, je vais payer mon amende, peut-être qu'à 200 à l'heure, je vais avoir loin mon permis, et si je suis jeune conducteur, je pourrais même me retrouver quelque temps en prison. Mais on se rend tous compte que si on est à 180 à l'heure, à l'envers sur l'autoroute, avec un bébé devant sans ceinture, et en ayant bu du cognac et du vin à profusion préalablement, là, on passe à un stade qui est, on va dire, une ligne rouge dépassée. Et si je suis policier sur le côté de la chaussée, que je n'arrête pas ce genre de personnes, alors là, on peut dire qu'on ne fait pas du tout son travail. Et que peut-être dans ce champ-là, on a dépassé toutes les limites de ce qu'on peut tolérer, comme l'exemple que tu venais de prendre sur le vigneron individuel. Oui. Alors, c'est toujours le problème de la collectivité et des règles, jusqu'où on doit respecter les règles, ou jusqu'où on peut attaquer les règles qui nous semblent disproportionnées ou pas. Puis après, avec quelle méthode? On retrouve la même chose en politique. Est-ce que les gens qui se collent à la route aident la cause vraiment qu'ils veulent défendre, ou bien en étant extrêmes dans leur attitude ou dans la perturbation du bien-être ou de la vie des autres, ils ne nuisent pas à la cause? C'est des questions qu'on peut se poser. La désobéissance civile, on va dire. Oui, exactement. C'est l'excès de la désobéissance civile, peut-être. Oui, l'excès, oui. Mais disons, on pourrait dire, ce vigneron, il pourrait dire, oui, mais moi, j'ai aussi aidé un grand nombre de gens qui ont pu vendre de vin en étant en surquota. Sauf qu'ils sont à 180 à l'heure en dehors de l'autoroute. Oui. Alors, après, c'est toujours une question de proportionnalité. C'est celui qui roule à 135 ou à 125, c'est pas un criminel. Voilà. Celui qui roule alcoolisé, il peut mettre en danger beaucoup plus gravement la vie d'autres personnes que celui qui fait un petit excès de vitesse. Après, c'est la question de savoir est-ce que les règles sont justes, et puis est-ce que l'attitude de chaque citoyen doit être de suivre de manière aveugle toutes les règles. Après, il y a Maldex a un esprit libertaire dans son titre. On a cité Narcisse Prat tout à l'heure. Il y a une philosophie qui peut dire trop de règles, ça prive trop de liberté, etc. C'est un débat qui est central. À quoi je réponds Aristote, la mesure, essayons d'être plus ou moins au centre, en étant ni téméraire ni lâche, mais courageux, par exemple, pour prendre l'exemple du courage. Je voudrais terminer sur le syndicalisme. Ça a été une grande période de ta vie, etc. Est-ce que, en se projetant vers le futur, ce syndicalisme-là, est-ce qu'il est mort ou il peut revivre? À mon avis, il n'est pas mort. Il a eu des périodes plus hautes, plus basses. C'est des vagues, un peu comme notre société. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est une nécessité de se défendre collectivement et puis de faire un contrepoids au milieu patronal, au milieu patronaux, si on prend ça au pluriel. C'est un contrepoids qui est extrêmement important, comme les médias sont un contrepoids ou une partie de la démocratie. Après, il y a différents syndicats, et moi j'ai toujours été pour un regroupement des forces syndicales, parce que j'ai commencé dans les VTT où c'est un syndicat corporatiste. Il y avait un syndicat, si je prends la Poste, il y avait un syndicat des facteurs, des buralistes postaux, des employés de guichet, et puis des chauffeurs. Je crois que j'en oublie encore. Puis à une époque, on a fait ce syndicat de la communication qui était un groupement de 7 syndicats, télécom et poste. Télécom, il y avait des cols blancs, des cols bleus, des téléopératrices. J'étais président, c'était le Moyen-Âge. Ma première présidence, c'était l'Association suisse des fonctionnaires du télégraphe et du téléphone. Donc c'est un peu le Moyen-Âge, j'allais dire. Et puis, j'ai toujours été pour le regroupement. Après, il y a une deuxième fusion en 2008, qui est venue effectivement en 2009 avec Comédia, qui regroupait toutes les branches des médias, du livre et du papier, plus poste, télécom, y compris journalistes, etc. Et ça, c'était
j'étais chaque fois actif là-dedans. J'ai toujours été partisan d'un regroupement des forces syndicales. Comme j'ai jamais compris la division entre syndicats chrétiens et autres syndicats autour, on divise nos forces bêtement pour des questions. À une époque, c'était une question religieuse qui a créé ça. C'était une volonté de la peur du communisme, je dirais, puis l'attachement à l'Église d'un autre côté qui ont créé ces syndicats chrétiens, mais qui n'ont plus de raison d'être. Cette séparation, à mon avis, plus de raison d'être. Mais ma foi, ce n'est pas une réalité encore dans le monde syndical, mais le jour où les syndicats regrouperont encore un peu plus leur force, il y aura du... Et puis avec du recul, la plus grande satisfaction concrète de réalisation d'un objectif syndical, c'était quoi à travers ces années-là? Alors, il y en a eu plusieurs. Si je prends les domaines où j'étais actif, c'était de limiter au maximum la casse de l'ouverture du marché des télécommunications. C'est des réductions d'emplois qui étaient massives et on a pu, via un plan social, c'est jamais bon un plan social, parler d'un plan social, je n'aime pas lui mettre des qualificatifs à un plan social, mais c'est un moindre mal vu... on a changé la méthode. À l'époque, c'était une méthode de dire la responsabilité sociale de l'employeur, c'est une table Excel avec le nombre d'années de service, la formation, le marié, enfant, etc., l'âge, et puis on fait un petit calcul, puis ça donne une somme en fonction des moyens financiers de l'entreprise. Et avec le monde des télécoms, on a réussi à faire passer l'idée, d'ailleurs le plan social s'appelait Perspective, que ce qui comptait, c'était de redonner une perspective professionnelle correcte, socialement acceptable à la personne. Ça allait de la retraite anticipée à l'aide à la création d'entreprise, du placement temporaire avec une garantie de salaire, etc., pour éviter que les gens se retrouvent sans rien. Et puis là, c'était un tournant que j'ai trouvé important, que les entreprises ne puissent pas simplement acheter avec une somme leur responsabilité sociale, mais l'assumer. Par exemple, chez Swisscom, ça allait jusqu'à 2 ans d'accompagnement pour certaines personnes qui avaient le plus de difficultés. Certains trouvaient après une semaine, et puis d'autres, il fallait une période beaucoup plus longue pour qu'ils puissent se repositionner sur le marché de l'emploi. Puis alors, ton regard aujourd'hui, je crois que cette semaine, on a annoncé 28 bureaux de poste qui allaient encore fermer en Suisse romande. Enfin, je ne sais pas exactement. Enfin, c'est toute une histoire, hein, ça ne vient pas comme ça d'un coup. C'est une longue histoire. Mais c'est une longue histoire. Mais alors, c'est quoi ton premier sentiment quand tu vois cette information qui est actuelle par rapport à tes combats passés? C'est qu'il faut stopper ça. Ça va beaucoup trop loin. Et puis, on essaye d'habituer les gens. L'argument numéro un pour stopper ça, c'est quoi? La proximité du service public. Et pourquoi cet élément? Parce qu'il y a quand même des gens encore aujourd'hui qui vont au guichet, qui ont peut-être leur seul contact de la journée, c'est avec l'employé. Comment ça se fait que cette proximité qui est quand même quelque chose, je pense, Et d'ailleurs, c'est un mot qui a été utilisé par Philippe Barraud, président de Sion, pour dire qu'est-ce qui est important pour l'homme politique, pour montrer qu'il a de l'intérêt à travailler pour le public et pas pour ses œufs personnels. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est la proximité. C'est sa réponse, c'est la proximité. Et on a envie de dire à ces grands dirigeants que d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui fait le lien social, qui fait le vivre ensemble, qui fait l'harmonie. Alors comment ça se fait que ça ne passe pas? Est-ce que les critères financiers, économiques, commerciaux sont tels qu'on n'arrive pas à faire passer l'idée que l'employé au guichet, eh bien, c'est un contact social. Il donne quelque chose de plus à ce bien vivre ensemble? Ça commence, à mon avis, par le Parlement. C'est le Conseil fédéral qui définit les objectifs stratégiques de la Poste. Et puis, dans ces objectifs, il y a un objectif de rentabilité qui fait pression dans toute l'échelle. Ça, on comprend bien, mais on sent aussi que c'est nécessaire ce lien social. On sent, hein. Que ça soit du football, de la culture, et des petits contacts, etc. Et ça fait partie de ça. Alors, comment ça se fait que, finalement, ce critère-là, auquel tout un chacun pourrait adhérer, parce que si nous parlions individuellement avec les gens du Conseil fédéral, je pense que c'est important, etc., etc. Mais ensuite, dans le concret, niet, rien. C'est un constat qui est là. L'explication, je vois que la pression financière sur les cadres, sur les entreprises, qui vient de la Confédération, qui fixe un objectif de rentabilité. Et puis, ça descend en cascade et on oublie le rôle primaire du service public,
qu'il n'y ait pas de faire de l'argent, pas de faire des bénéfices colossaux. La Poste vit encore bien, ses bénéfices ont diminué, mais elle vit encore bien. Et on oublie cette notion de service public. J'aide une personne qui m'est proche, un ami de longue date, qui ne peut plus se déplacer lui-même pour aller faire ses versements à la Poste ou chercher ou envoyer des paquets. Je dois le véhiculer, non pas dans le village où il habite, mais à faire 7-8 km pour aller l'amener. Donc il devient dépendant, alors qu'il adore son autonomie, il devient dépendant de tierces personnes pour des choses qui seraient assez normales pour aller faire ses paiements ou aller chercher aller déposer un colis. C'est vrai qu'il existe des solutions alternatives que propose la Poste, mais qui ne couvrent pas l'entier des besoins. Et je trouve que le service public, notamment pour un canton comme le Valais et les autres régions périphériques, il est menacé du côté de la Poste si on fait pas, si on donne pas maintenant un coup d'arrêt. D'ailleurs, il y a presque l'unanimité dans ces cantons périphériques pour dire que ça va trop loin. Il y a des interventions au Conseil national où les politiciens veulent avoir leur mot à dire sur cette stratégie qui, comme j'ai dit, va beaucoup trop loin. Une idée qui me vient en tête, c'est la distinction qu'on fait entre le produit intérieur brut, chiffré, et puis en quelque sorte quelque chose qui serait du bonheur intérieur brut. Et ces petits moments-là font partie, et ils ne sont naturellement pas chiffrés, numérisés ou évalués dans le cadre de... Tout à fait. Et puis moi, je suis né dans une poste, en fait. Mes parents étaient buralistes postaux. Et puis, je voyais le rôle social du facteur. Aussi, mon papa remplissait des déclarations d'impôts pour une partie du village. Parce que c'était... il avait un sens du service au public qui était bien ancré. Et le facteur, il savait dire, il faudrait téléphoner aux enfants parce que les volets n'étaient pas ouverts aujourd'hui chez madame telle et telle, etc. Il avait un rôle, il savait tout, il voyait tout. Et puis, c'était une sécurité pour beaucoup de savoir que le facteur passait chaque jour s'il y avait un problème. Et maintenant, quand je vois comme ces pauvres facteurs, ces pauvres distributeurs, comme ils s'appellent maintenant, sont toujours à la course, ils n'ont jamais une minute pour parler aux gens et on les met sous stress. Puis ma dernière question, qu'est-ce qu'elle écouterait volontiers toute seule la nuit comme musique, boule à zéro, quand elle s'ennuierait? Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait écouter, Zita? Quelque chose de drôle. Peut-être les colonies de vacances de Pierre Perret. Voilà, les colonies de vacances de Pierre Perret. Alors, merci pour ce moment, Anna. Merci à toi.